Effectivement, je suis Régis Lavis, je suis Go-to-Market Manager locaux des agents chez Microsoft, en bon français dans le terme. Je suis chef de produit sur Copilot Studio et la Power Platform. Et l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est effectivement d'échanger avec vous comment la transformation agentique va impacter la fonction IT, la gouvernance IT, et à la fois comment l'IT, la gouvernance IT va pouvoir rendre possible cette transformation agentique. Alors, je vais juste me mettre en mode présentateur. Voilà. Peut-être avant juste de commencer, je voulais, voilà, juste en levant la main, dites-moi parmi vous quels sont ceux qui ont déjà expérimenté dans votre entreprise et commencé à déployer des agents IA dans vos organisations. Levez la main si c'est le cas. Donc voilà, on va dire une petite moitié, un tiers. Quels sont ceux parmi ceux qui avaient déjà levé la main qui sont allés au-delà de la phase d'expérimentation et qui ont maintenant des programmes de déploiement qui commencent à se généraliser à l'échelle de l'entreprise ou de l'organisation? Presque autant. Ok. C'est le premier constat en fait que nous on observe sur le marché, c'est que effectivement le déploiement des agents, il est en train de changer d'échelle. On est en train de quitter la phase où on faisait des tests et des expérimentations dans les entreprises, et on arrive maintenant dans une phase où effectivement les entreprises se demandent comment les passer à très grande échelle. Et donc ça pose bien sûr beaucoup de questions parce qu'on ne fait pas les mêmes choses quand on fait juste un POC et quand on met ces technologies à disposition de l'ensemble de l'organisation. Pour refléter ça, peut-être un chiffre à avoir en tête, c'est un chiffre qui a été publié par IDC, donc qui est un institut de recherche et d'études sur toutes les questions technologiques, qui ont publié il y a un an de ça, donc l'étude elle est déjà presque ancienne à l'échelle où les choses avancent dans le monde de l'intelligence artificielle, mais donc ils ont publié le fait que on attendait 1,3 milliard d'agents IA déployés dans le monde d'ici 2028. Donc, sachant qu'en 2025, on était au balbutiement du déploiement. Donc, on est sur une explosion, j'ai envie de dire, du nombre d'agents qui sont attendus. Si on met ça en rapport avec la population mondiale, vous voyez qu'on est peut-être voilà, sur quelque chose qui est de l'ordre de allez, 20-30% de la population active mondiale en équivalent nombre d'agents concernés. Et donc, cette démarche qui consiste à déployer les agents IA à l'échelle et non plus uniquement pour des usages, j'ai envie de dire, individuels, chez Microsoft, on l'appelle la Frontier Transformation. Et donc, cette idée d'entreprise frontière, c'est des entreprises qui utilisent l'IA pour se différencier sur leur marché. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Il y a 5 sujets. Donc, le premier, c'est justement de revenir sur cette notion de frontière ferme et d'expliciter ce qu'il y a derrière cette notion. Et ensuite, de voir avec vous quelques éclairages, j'ai envie de dire, de comment cette transformation agentique, elle va venir impacter la fonction IT ou comment la fonction IT va pouvoir la rendre possible également. Avec un premier sujet autour de l'expérience des développeurs, un deuxième sujet autour des enjeux liés à la sécurité et à la cybersécu. Ensuite, je vous partagerai aussi un premier retour d'expérience de qu'est-ce que ça veut dire pour nous, à l'interne de Microsoft, pour la fonction IT chez Microsoft. Et puis, je terminerai par des éléments autour de la gouvernance des agents à grande échelle. Donc, d'abord, pour revenir sur cette notion de frontière ferme. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, frontière ferme des entreprises ou des organisations qui déploient l'IA et les agents à très grande échelle. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a 4 grands domaines dans lesquels les agents aujourd'hui sont déployés et dans lesquels ils ont un impact dans les organisations. Le premier domaine, c'est tout ce qui va être autour de l'engagement collaborateur ou de l'expérience collaborateur. Et donc comment, grâce à l'IA, les collaborateurs peuvent être plus productifs, impliqués, engagés, motivés. Voilà. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui va concerner l'engagement client. Et donc c'est la capacité à avoir des agents IA qui vont aider tout au long du cycle de vie de la relation. Donc depuis, j'ai envie de dire, la prospection et les aspects marketing, en passant par la conclusion de l'acte de vente et jusqu'à des cas d'usage sur le support qui peut être apporté aux clients. Le troisième grand domaine, c'est comment, grâce à l'IA et les agents, on peut refondre des process business.
Et donc ça peut être des process business qui vont être, j'ai envie de dire, génériques dans toutes les entreprises, les process finance, IT, RH par exemple, legal, juridique, ou ça peut être des process qui sont spécifiques à votre entreprise et qui de plus en plus peuvent être pris en charge par des agents IA. Et enfin, le dernier point, sur lequel vraiment la fonction IT a tout un rôle déterminant à jouer, c'est comment, grâce à l'IA, on va aussi pouvoir accélérer la capacité à innover dans les organisations. Et donc là aussi, à pouvoir développer, déployer massivement l'intelligence artificielle. Donc je vais explorer notamment, je vais commencer par en fait ce qui est maintenant presque, je pense, le cas d'usage le plus fréquent, qui est le cas d'usage individuel. Beaucoup de collaborateurs maintenant sont habitués à avoir un assistant qui va les aider dans les tâches quotidiennes pour rédiger des mails, préparer des documents, donc quand on est dans le monde Microsoft, des Word, des PowerPoint, etc. Et donc là, dans le monde Microsoft, c'est donc notre copilote qui est quelque part cette interface avec laquelle on va pouvoir échanger et avec laquelle on va pouvoir aussi aller activer des agents qui sont là pour nous aider à être plus productifs en tant qu'individus. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la première étape dans cette transformation, c'est comment effectivement on équipe l'ensemble des collaborateurs qui de plus en plus le demandent. Même à ce niveau-là de l'usage individuel, on est sur des rythmes d'innovation qui sont extrêmement rapides. Peut-être juste, je fais une parenthèse, je vais évidemment vous parler beaucoup des produits Microsoft, mais au-delà des produits Microsoft, c'est quelque part des enseignements plus génériques qui peuvent traduire et auxquels ces produits répondent. Donc voilà, excusez tout de suite mon biais marketing qui est un peu inévitable. Et donc, là, ce que je veux illustrer, c'est le fait que même donc dans cette catégorie des outils IA individuels, en fait, on est en train d'observer une forte évolution avec des outils maintenant qui sont plus simplement des assistants à qui je pose une question ou à qui je demande de réaliser une tâche simple. On va avoir maintenant des outils qui vont pouvoir réaliser des tâches de manière complexe, en profondeur, voire de manière autonome. Donc ce que vous avez sur ce slide-là, c'est effectivement trois solutions complémentaires qui sont offertes par Microsoft. Donc, sur la gauche du slide, Copilot, qui est donc celui, je pense que vous connaissez déjà largement, qui va nous aider à brainstormer, à pouvoir produire des artefacts Word, Excel, PowerPoint, des emails, avec lesquels on va pouvoir avoir de la recherche en profondeur, des agents donc, comme par exemple Researcher, qui sont un peu comme un consultant stratégie à qui je peux demander des analyses de marché détaillées à la demande. Et ça, en fait, désormais, c'est complété par des solutions qui permettent d'aller plus loin. Donc, notamment, on a annoncé la semaine dernière en production une solution qui s'appelle Copilot Cowork, qui est en fait l'implémentation dans le monde Microsoft de Cloud Cowork, donc d'Anthropic, qui permet bien sûr de faire tout ce que fait déjà Copilot, mais qui permet aussi de faire des tâches complexes réparties entre plusieurs applications. Donc par exemple, je vais pouvoir lui demander d'aller chercher plusieurs sources de données Excel, Word, PDF, pour pouvoir me faire une synthèse, la transposer dans un document Word, dans un fichier PowerPoint, et je vais lui demander de ensuite programmer toute une série de réunions pour aller porter ma synthèse auprès de mes interlocuteurs, de planifier ces réunions d'agenda, d'envoyer ces réunions d'agenda à l'ensemble de mes interlocuteurs. Donc voilà, donc une capacité à aller à des niveaux de complexité et d'orchestration de plusieurs tâches et de plusieurs outils qui va bien au-delà. Et puis, et donc ça c'est une solution qui est en production, qui n'existait pas en mars. Hein, juste pour vous dire, c'est une solution qui a été mise en preview donc fin mars et qui maintenant est en production. C'est juste pour vous dire la vitesse à laquelle tout ça avance. Et puis on vient d'annoncer également une solution qui s'appelle Microsoft Scout, qui est là même un assistant qui va être proactif. Donc c'est un agent IA qui tourne sur votre machine et qui va pouvoir
analyser l'ensemble de votre travail et venir vous alerter, vous faire des propositions, parce qu'il va détecter que, par exemple, il y a un échange Teams avec votre manager, avec un de vos coéquipiers, et il va, sans que vous ayez besoin de le prompter et d'aller vous-même lui l'interroger, il va pouvoir venir vous faire des propositions pour vous aider à gagner du temps et à être plus productif. Donc voilà, donc ça c'est le monde, j'ai envie de dire, de l'usage individuel. C'est un tout petit aperçu parce qu'en fait, l'écosystème agentique chez nos clients et le système de travail agentique, il est en train de se multiplier et de se développer à une très grande échelle, avec bien sûr donc des agents tels que ceux que je viens de présenter qui sont construits, fournis par Microsoft. Donc c'est des pré-built agents, on va dire, et donc il y en a voilà, toute une collection désormais. Mais on va aussi avoir des agents qui sont développés par des solutions tierces. Évidemment, on n'est pas les seuls sur le marché. Et donc là, vous avez Jira, Asana, ServiceNow. Mais voilà, toutes les solutions SaaS du marché sont en train de faire leur propre agentification. Et puis, bien sûr, vous pouvez avoir des besoins spécifiques. Et vous-même, vous avez des capacités à développer vos propres agents pour répondre à vos besoins métiers qui correspondent à aucune des solutions marché qui sont à votre disposition. Et donc ça, pour pouvoir adresser ces besoins spécifiques, nous, on a plusieurs solutions pour quelque part rendre possible cette agentification custom. On a à la fois des solutions qui sont pour, j'ai envie de dire, un utilisateur lambda, qui est juste un utilisateur de la suite de productivité M365, et il va pouvoir, en langage naturel, développer ses propres agents qui vont l'aider à réaliser des workflows ou des tâches avec une compétence intelligente directement donc, dans M365 Copilot. Et donc ça, c'est la partie gauche de l'écran qui s'appelle Agent Builder. Pour des besoins un peu plus avancés, qui vont être à l'échelle de l'organisation et qui vont être pour automatiser des process transverses ou agentifier des activités transverses, on va avoir Copilot Studio, qui est donc une interface en low-code, qui va permettre à des personnes dans votre organisation de développer là aussi des agents et de pouvoir donc les déployer de manière gouvernée, sécurisée dans l'ensemble de l'organisation. Et puis, pour aller complètement à l'autre bout du spectre, on a donc évidemment dans Microsoft Foundry, donc dans tout le cloud Azure, des solutions pour les développeurs professionnels qui donc là vont vraiment coder, de pouvoir développer des agents à l'échelle dans toute l'organisation. Le point là, c'est juste de dire que du coup, cette démarche d'agentification, elle va aussi transformer comment vous donnez des capacités dans vos organisations pour développer les propres agents. Et que là, il y a des questions qui vont évidemment se poser pour vous sur quelle est la bonne façon de le faire pour à la fois permettre l'innovation, mais garder le contrôle et éviter quelque part de se retrouver face à un shadow AI qui serait impossible à maîtriser pour vous dans les organisations. Jusque-là, ça va ? Alors, du coup, je passe à en quoi tout ça, ça va impacter, ou ça impacte déjà très largement le métier de développeur logiciel. Les développeurs logiciels, c'est les premiers qui adoptent à très grande échelle ces agents IA pour réaliser leur métier. Et quelque part, ça fait une transformation de fond en comble de leur métier. Parce que historiquement, ils prenaient des spécifications qu'on leur transmettait et ils les codaient dans une application. Et puis après, ils développaient et puis ils testaient des fonctionnalités et puis ils devaient maintenir et mettre à jour ces différentes applications. Désormais, de plus en plus, leur rôle, ça va être de comprendre le problème que l'IA va pouvoir aider à résoudre. Ça va être de pouvoir mettre à disposition des données de bonne qualité pour permettre à l'IA de résoudre le problème en question. Et ça va être d'être dans une forme de supervision de la qualité et de la performance de l'IA qu'ils mettent à l'œuvre pour pouvoir développer les solutions en question. Donc on est quelque part sur des rôles qui deviennent une forme de manager, superviseur d'agents IA.
Je vais illustrer ça par une première démo dans un contexte de développement low code en vibe coding. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà commencé dans vos organisations à déployer du vibe coding? Là aussi, peut-être lever la main. Ouais, ok, donc on va peut-être un petit quart d'entre vous. Donc le vibe coding, hein, c'est des solutions qui permettent de développer des applicatifs euh, en exprimant un besoin en langage naturel. Et après, on a des agents qui vont permettre de transformer ce besoin exprimé en langage naturel en spécification et puis qui vont pouvoir développer le code et le tester. Donc on va faire une première démo. Hop. Donc là, je suis effectivement dans App Builder. Donc je vais en fait développer une application. Ce que je lui demande, c'est développer une application de gestion des formations. Et donc, je sais pas, c'est peut-être écrit un peu petit, mais donc l'application doit permettre de suivre tout le cycle de vie d'une formation, le catalogue, les sessions, les inscriptions, les documents, les formateurs et le reporting. L'interface doit être propre, structurée, avec un style tableau de bord professionnel. Donc voilà, j'ai fait ma demande en langage naturel et j'ai, pour ainsi dire, pas spécifié grand-chose. Ensuite, j'ai utilisé là, cette petite fonctionnalité qui va permettre d'améliorer mon prompt et de l'étendre, de le compléter pour que l'application puisse développer justement mon applicatif correctement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'application commence à tourner, elle fait un raisonnement en profondeur, elle va pouvoir récupérer des requirements de la part des différents types d'utilisateurs. Donc là, vous voyez différents types d'utilisateurs, des participants, des formateurs, des administrateurs. Elle va construire tout le modèle de données associé. Et ensuite, elle va générer tout un plan pour développer l'application. Donc elle va définir quels sont les différents composants, les différents types d'applications qui doivent être développés. Et derrière, vous voyez que les tâches en progrès, on est en train de développer la structure. Voilà. On se retrouve avec toute la base de données relationnelle qui a été développée. Ça va un peu vite, je vais peut-être juste... Donc voilà, vous voyez, on a toute une base de données relationnelle qui a été développée avec les différents rôles d'utilisateurs, qui sont les formateurs, quels sont les parcours de formation, quelles sont les sessions, comment on gère l'inscription et comment on gère toute la documentation pour chacune des sessions. Et donc ça, c'est des vrais artefacts, hein, c'est-à-dire que la solution crée une vraie base de données avec ces vrais différents modèles de données. Ces artefacts ils sont créés en low-code, mais ils sont in fine codés par l'application. Donc voilà, on peut accéder effectivement au code et on pourra modifier le code si on le souhaite. Et voilà, donc maintenant l'application est en train d'être codée. On le voit travailler un peu sur le côté. Donc il fait des regards, il regarde qu'il y a des problèmes qu'il faut régler. Et donc il m'a produit mon application, donc qui est pas, c'est pas un mock-up, hein, c'est pas un Figma. Voilà, c'est une vraie application. Dans laquelle je peux naviguer. Je peux voir qu'il y a donc un certain nombre de formations, des sessions, différents types de participants, des formateurs, différents types de documents pour chacune de mes formations, un tableau de bord et bien sûr des paramètres pour pouvoir gérer qui va in fine administrer toute la solution. Cette application, elle est modifiable, donc je peux intervenir sur chacun des composants. En low code, donc je vais pouvoir modifier alors les aspects d'apparence, la police, la taille des caractères, la couleur, etc. Je vais pouvoir les déployer à l'échelle de l'ensemble évidemment de mon application, hein. Et donc voilà, donc j'ai à la fois une application qui est prête à déployer, qui est une vraie application, qui n'est pas une fake, mais à la fois quelque chose qui est j'ai envie de dire facile à développer, à finaliser, et donc évidemment qui est disponible non seulement sur desktop, mais aussi sur tablette et sur mobile. Voilà. Et puis, donc je vais pouvoir sauvegarder cette application, et je vais aller un cran plus loin ensuite. Hop. Donc là, on export donc effectivement la partie données. Donc on voit que c'est des vraies tables et des vraies bases de données, un vrai modèle de données qui a été déployé. Et derrière, hop, on va aller un cran plus loin et on va lui demander de faire un autre type de design. Donc, hop, si vous voyez,
donc la demande qui a été faite en langage naturel ici, c'est magnifique, peux-tu la faire avec un style Marvel? Donc on va lui demander donc, de modifier le look and feel de l'application pour que effectivement, ça rappelle l'univers des super-héros Marvel. Et donc l'application revoit tout le layout, et vous voyez qu'ils ont pris donc, des couleurs noires et rouges qui rappellent un peu plus l'univers des super-héros. Ils sont en train de tout compléter. Et puis ce qui est assez marrant, c'est que du coup, il m'a changé mes super formateurs. J'ai un Tony Stark, j'ai un Steve Roberts, donc voilà, le Captain America, et Natasha, la Veuve Noire pour les amateurs de Marvel. Et donc voilà, en un clic, j'ai pu changer complètement tout le layout de mon application pour, là en l'occurrence, faire en sorte qu'elle ait une apparence un peu plus de type Marvel. Donc voilà, ça c'était du vibe coding pour des développeurs qui sont ce qu'on appelle nous des citizen developers, c'est-à-dire c'est pas des gens qui ont des capacités de code professionnelles. Maintenant, on a le même type de solution pour les développeurs pro. Et donc là, on va basculer dans GitHub Copilot et on va avoir aussi, alors voilà, j'espère que ce sera assez lisible parce que dès qu'on est dans du monde de développeurs pro, c'est un peu plus difficile à afficher, j'ai envie de dire. Mais donc on va avoir là aussi donc un cas d'usage similaire, c'est le fait de pouvoir demander à l'agent mode dans GitHub Copilot. Et là, ce qu'on veut faire, c'est on veut mettre à jour un site web, qui est un site web pour des gens qui pratiquent la course, le running, et on veut pouvoir trier les différentes courses par nom, par distance, par date, et on veut être sûr que toute l'interface utilisateur soit mise à jour. Et on veut que la solution fasse aussi toute la phase de testing et donc réalise les tests unitaires. Et donc la solution va aller scanner toute la base de code, toute l'architecture, toute la documentation du code, et elle va pouvoir comme ça mettre à jour les différents services, les différentes pages, les différentes tâches, et donc progressivement déployer des modifications à l'échelle de l'ensemble de l'application. Donc voilà, on le voit travailler. Les développeurs pro peuvent voir à quel point on intervient effectivement dans dans le code. On se retrouve avec l'interface de test où on va pouvoir effectivement trier les courses par leur nom, par la distance et par la date. Et donc là, voilà, en quelques lignes de code, on a un agent qui a pu mettre à jour une interface en ayant modifié les bases de données sous-jacentes, le code du front-end et les différents services qui permettent au final de rendre possible ce tri. Hop. Et donc là, ce qu'on a aperçu, c'est un premier cas d'usage qui est la capacité de délivrer du code. Mais en fait, les développeurs, ils ne font pas que coder. Le codage, c'est à peu près 14% de leur temps. Ils passent beaucoup de temps aussi à j'ai envie de dire, comprendre le besoin utilisateur ou comprendre les fonctionnalités, gérer l'architecture, gérer le planning, fixer des bugs, documenter, tester leur application. Donc ils ont bien d'autres cas d'usage. Et c'est là aussi où les solutions pour les développeurs sont extrêmement puissantes, c'est qu'on va pouvoir adresser l'ensemble du cycle de vie applicatif, depuis la partie de création de la solution, en passant par toutes les solutions de collaboration dans l'équipe de développement pour pouvoir réaliser ces tâches, jusqu'aux phases d'opération une fois que l'application est déployée et qu'elle est en production. Et donc tout ça, ça va se traduire par des couches agentiques et par toute une série d'agents qui sont mis à la disposition des développeurs. Donc celui que je vous ai montré en démo, c'était Agent Mode ici, mais on va avoir des agents pour faire des code review. Donc c'est mon peer programmeur qui va relire le code que j'ai écrit ou d'ailleurs que mon agent a écrit et qui va me permettre de détecter éventuellement des bugs ou des incohérences. Voilà. Il va me permettre de régénérer aussi bien sûr toute la documentation associée à ce que j'ai développé. Et puis on va avoir par exemple donc des agents en charge donc, du SRE, donc Site Reliability Engineer, pour pouvoir s'assurer qu'on sait bien maintenir le niveau de service une fois que l'application est en production. Je fais une petite pause. Donc là, j'ai traité en quoi cette transformation agentique, elle impacte, j'ai envie de dire, elle transforme
le métier donc de développeur logiciel. Est-ce que déjà à ce stade... Ouais. Est-ce que le pire AI là, qui surveille ou qui recontrôle ce qui a été développé par l'AI, c'est suffisant? Et si on met un effort humain, c'est quoi l'effort? Enfin, comment vous voyez cette partie-là? Ouais, bah, cette problématique que vous posez, donc en fait, c'est jusqu'où on laisse l'IA être autonome et à partir de quand on fait, j'ai envie de dire, on repasse la main à un interlocuteur de chair et de sang, j'ai envie de dire, à un vrai cerveau avec des vrais neurones. C'est une problématique qu'on voit là dans la partie développement, mais en fait, c'est pour toute la transfo agentique. Donc ça, c'est effectivement une question qui est absolument critique. Il n'y a pas de réponse, j'ai envie de dire, magique ou universelle à ça. Il faut qu'à chaque fois qu'on déploie l'IA, on se pose la question de la criticité du processus en question, quel est l'impact potentiel d'une erreur dans le code qui est généré, et à quel point on va pouvoir laisser les choses automatisées parce qu'en fait on a des guardrails qui sont suffisamment robustes et quelque part les risques qui sont déjà bien gérés par ailleurs, ou à quel point il faut effectivement s'assurer qu'il y ait une phase de supervision, d'approbation humaine. Peut-être qu'on pourra reprendre la question à la fin, quand je verrai la partie gouvernance, où on aura aussi un éclairage sur ces questions-là. Mais effectivement, c'est un élément hyper important de se poser la question, quand on déploie ce type de solution agentique, de à quel moment l'intervention d'un collaborateur est nécessaire. Je passe sur le sujet. Oui, pardon. Merci. Moi, j'avais une question sur la propriété du code qui est généré là, par Copilot et tout ce que nous avez montré. Est-ce que c'est du code qui est propriété de Microsoft? Est-ce qu'à un moment, on peut le récupérer pour le mettre ailleurs si des fois nos chemins se sépareraient dans le futur? Voilà. Oui, alors c'est une excellente question. Et là aussi, je l'élargis parce que en fait, cette question-là, elle n'est pas spécifique au développement. En fait, chez Microsoft, en fait, on n'est pas propriétaire des données de nos clients. On fournit des services cloud et la donnée appartient toujours au client, elle est sécurisée par le client. Nous, on fournit des infrastructures et des plateformes qui permettent aux clients de gérer leurs propres données et leurs propres propriétés intellectuelles. Et nous, par exemple, on ne partage pas ces données-là avec les laboratoires qui développent les modèles de langage. La donnée, elle reste la propriété du client. Et donc, ce qui est généré reste la donnée, la propriété du client. Après, quand on est sur GitHub, il peut y avoir une partie open source où dans ce cas-là, il y a toute une question effectivement de gestion du code open source qui peut se poser. Mais par nature, on déploie des solutions dans les environnements du client qui correspondent à sa propre propriété intellectuelle. Je bascule sur le sujet suivant qui est en fait la partie sécurité. La sécurité, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va déployer des agents dans l'organisation, on va quelque part ouvrir des nouveaux sujets, des nouvelles surfaces de contact et des nouvelles surfaces d'attaque qui n'étaient pas possibles précédemment. Parce qu'on va pouvoir faire de l'injection de prompts, parce qu'on va pouvoir avoir des usages malveillants de différents agents, parce qu'il peut y avoir des questions d'accès aux données. Donc là aussi, c'est absolument critique d'avoir une approche, j'ai envie de dire, structurée et maîtrisée pour ne pas s'exposer à ces risques-là de manière inconsidérée. Et donc là, pour nous, l'enjeu, il est de trouver le juste équilibre entre, d'un côté, rendre possible l'innovation, donc ça veut dire mettre dans la main des utilisateurs des solutions qui vont leur permettre d'utiliser et de développer des agents IA, mais dans un contexte qui soit sécurisé et maîtrisé, et d'un autre côté d'avoir tout un dispositif pour justement faire en sorte que vous ne vous exposiez pas à des risques cyber supplémentaires. Et avec un élément qui est important à avoir en tête aussi, c'est que si vous allez trop loin, entre guillemets, du côté de la maîtrise et du contrôle, le risque auquel vous vous exposez, c'est qu'il y ait du shadow AI, c'est-à-dire que vos utilisateurs, en fait, par eux-mêmes, prennent des souscriptions ChatGPT, Claude ou quelque autre solution, et en fait se mettent à utiliser malgré tout l'intelligence artificielle d'une manière qui ne sera pas maîtrisée par votre organisation et donc qui ouvrira d'autres brèches, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a toute cette problématique d'être capable de trouver le juste équilibre.
Et après, donc je vais détailler comment ça va se décliner dans 3 dimensions. La dimension identité, la dimension sécurité opérationnelle pour les SOC, et puis la dimension data. Donc, si on se met dans la peau des personnes qui, dans vos équipes et dans vos organisations, gèrent les identités, il faut repenser ce rôle à l'ère de l'agentique. Ça veut dire que je vais avoir des agents IA dans l'organisation qui vont avoir besoin d'avoir leur propre identité, qui vont avoir besoin d'avoir leur propre accès, d'être gouvernés, et qu'on puisse en fait prévenir le fait qu'il puisse y avoir du trafic qui soit malveillant ou non conforme. Et donc ça veut dire que vous allez devoir, en fait, pour chacun des agents, vous dire effectivement comment je lui attribue une identité, comment je gère son identité, comment je gère le cycle de vie de cette identité, et comment je vais pouvoir en fait m'assurer que ces interactions avec des utilisateurs humains, que ces interactions avec d'autres agents, hein, le A2A, donc le agent to agent, ces interactions avec différents outils, des MCP servers, différentes API ou des solutions dans l'organisation, ces interactions avec les différents modèles de langage, les sources de données et des solutions qui sont incluses dans des applications, comment je vais pouvoir gérer l'identité dans toutes ces dimensions-là, l'identité de mon agent. Comment je vais pouvoir gérer son cycle de vie, comment je vais pouvoir gouverner, comment je choisis qui va pouvoir créer des agents, qui va pouvoir aussi les maintenir, comment je vais leur donner des permissions. Donc, toutes les questions qu'on se posait, j'ai envie de dire, historiquement vis-à-vis de collaborateurs, en fait, il faut se les poser aussi par rapport à des agents, puisque ces agents, maintenant, ils ont aussi la capacité de réaliser des tâches et d'intervenir dans vos process. Et on va avoir la même logique donc, pour les équipes qui sont donc en charge du SOC, donc de la gestion et de la défense en termes de cybersécurité. Ils vont avoir du coup à suivre, prévenir, gérer, mitiguer, documenter des nouvelles types d'attaques qui vont être plus uniquement sur les collaborateurs dans votre organisation, mais aussi sur les agents. Donc comment est-ce qu'on va trier et instruire toutes les alertes de sécurité qui vont avoir lieu? Comment est-ce qu'on va répondre aux différents incidents et se défendre? Comment est-ce qu'on va donc identifier les différents types de menaces, les documenter? Comment est-ce qu'on va évaluer sa posture de sécurité, savoir si effectivement on est prêt ou pas à faire face à ces questions-là? Et comment on va gérer les différentes vulnérabilités ou les nouveaux cheminements que des attaqueurs pourraient prendre qui n'existaient pas avant la transfo agentique. Et donc là, on a la même logique, hein, on a toujours mon agent qui peut en fait interagir avec tout l'écosystème dans mon entreprise. Et donc comment je vais pouvoir avoir des solutions qui vont permettre de bloquer des prompt injection, donc le fait qu'il y ait d'autres agents qui vont essayer d'aller injecter en masse des prompts et faire des choses non souhaitées, non désirées par votre agent IA. Comment on va pouvoir gérer la posture de sécurité, comment on va pouvoir détecter des menaces qui sont émergentes et comment on va pouvoir j'ai envie de dire chasser toutes ces menaces potentielles. Et puis dernier point, il y a aussi tout un volet lié à la gestion de la donnée. Et donc là aussi, les équipes qui sont en charge de la gouvernance de la donnée doivent se poser la question de comment cette question-là se traduit vis-à-vis d'agents IA. Donc c'est comment je fais en sorte que mes agents ils aient accès aux données dont ils ont besoin, mais pas à plus. Comment je vais m'assurer que je classifie bien mes différents types de données en fonction de leur niveau de confidentialité. Comment je m'assure que mes agents ils ont les bons droits d'accès et comment là aussi je vais pouvoir conseiller l'ensemble de mon organisation sur ces sujets-là. Et donc on retrouve la même logique derrière. Hein. Donc comment effectivement je vais pouvoir gérer la classification et le fait de mettre des labels de confidentialité sur toutes mes données. Comment j'assure la gouvernance à l'échelle de à quelles données quel agent peut avoir accès. Comment je m'assure qu'il n'y ait pas de risque de fuite de données.
Voilà, l'exemple classique, c'est vous ne voulez pas qu'un agent puisse exposer des données qui seraient, par exemple, dans des comptes rendus du comité de direction ou du comité exécutif de votre entreprise. C'était des problématiques qu'on se posait vis-à-vis, évidemment, des collaborateurs. Il faut s'assurer que pour les agents, elles soient également bien gérées. Voilà, et qu'on puisse aussi détecter et bloquer des agents qui exposeraient à ce type de risque de fuite de données. Maintenant, donc, un rapide point sur comment est-ce qu'on gère tout ça au sein de Microsoft. Donc, l'entité IT de Microsoft, elle s'appelle Microsoft Digital, et donc c'est elle qui gère tout l'IT pour Microsoft. Vous avez là sur ce slide, juste pour vous donner un ordre de grandeur de la taille de l'organisation, hein, on est 220 000 dans le monde avec plus de 100 pays qui sont concernés, et donc on est évidemment sur des équipes IT qui sont à une échelle extrêmement importante. Et ces équipes IT-là, elles sont elles-mêmes transformées à l'IA agentique, notamment en mettant à disposition et en déployant des agents IA. Donc, je ne vais pas tous les détailler parce que voilà, il y a beaucoup de cas d'usage là sur ce slide, mais on a des cas d'usage à destination des collaborateurs, des cas d'usage qui vont permettre de gérer mieux les tenants et les devices, de mieux gérer le réseau, d'améliorer la productivité des équipes d'engineering, etc. Donc voilà, toute une bibliothèque, j'ai envie de dire, d'agents qui a été mis en œuvre. Et pour prendre un exemple, donc là c'est l'exemple de l'employé self-service. Donc on a un agent qui en interne peut répondre aux demandes des collaborateurs sur aussi bien la politique d'attribution, je sais pas, des devices, sur les questions autour, toutes les questions IT, hein, j'ai envie de dire, assez classiques, qui est interfacé avec notre système de ticketing et donc qui va permettre d'automatiser une grande partie quelque part des flux. Et donc là, par exemple, on voit qu'on a amélioré le self-service de 40% hein, par rapport à nos systèmes qui étaient précédents. On l'a passé de 40% à 95%, donc on l'a voilà, très très fortement amélioré. On a permis de réaliser des économies qui sont voilà, 645 000 $ en l'occurrence, et on a réduit les incidents de 40%. Donc voilà, l'exemple de déploiement d'un agent, hein, c'est un parmi tous ceux qui étaient dans le slide précédent, qui est celui qui est le plus visible pour nous en interne des collaborateurs Microsoft qui a été déployé. Et donc nous, on a notre équipe Microsoft Digital du coup a tiré 3 leçons de comment ils se sont adaptés à cette ère agentique. Le premier, ça peut paraître une évidence évidemment, mais c'est le fait que ces équipes IT, elles ont un rôle clé à jouer dans cette transformation agentique pour préparer toute la gouvernance de la donnée, pour identifier les différents scénarios business, être en capacité de les prioriser, parce que dans beaucoup d'organisations, on a des centaines de use cases qui sont identifiés, mais après, c'est comment est-ce qu'on les construit, on construit la roadmap quelque part associée. Ensuite, le deuxième grand enseignement, c'est qu'il faut faire évoluer l'architecture de l'entreprise, parce que justement, il faut pouvoir observer tous ces agents, il faut pouvoir auditer les actions qu'ils peuvent mener, et il faut en fait adapter les systèmes pour que les agents puissent y accéder correctement et pouvoir les utiliser de la manière la plus optimale. Et donc pour ça, ça veut dire aussi bien sûr avoir de la visibilité sur un plan d'ensemble avec des investissements, avec une vision de là où l'organisation veut aller. Et donc, alors je vois que je suis un tout poil en retard, mais je vais tenir le timing quand même. Ce slide, c'est pour simplement dire effectivement quelques réflexions sur l'évolution de l'architecture d'entreprise. Ce sur quoi je vais maintenant focaliser, c'est la partie justement de gouvernance des agents. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place la gouvernance des agents ? Cette gouvernance des agents, chez Microsoft, elle est mise en place au travers d'une solution qui s'appelle Agent 365, qui est votre tour de contrôle des agents. Et donc cette solution, elle vise à répondre à quelques questions. Comment est-ce qu'on suit et comment est-ce qu'on supervise l'ensemble des agents qui existent dans l'entreprise ? Comment est-ce qu'on sait ce que ces agents ils sont en train de faire ? Quel est le service qu'ils rendent ? Est-ce qu'on a des guardrails, pardon pour l'anglicisme, pour s'assurer que les agents et les collaborateurs interagissent de la bonne manière dans l'entreprise ? Et comment ces agents ils sont protégés ? Est-ce qu'ils ont les bons droits d'accès ? Est-ce qu'on est sûr qu'ils ne vont pas faire fuiter des données ?
Et donc, Agent 365, c'est 3 grands domaines. L'observation, la gouvernance et la sécurité. Donc dans l'observation, on va avoir un certain nombre de visuels et de dashboards pour pouvoir découvrir quels sont les agents qui sont aujourd'hui déployés dans l'organisation et qu'on puisse quelque part suivre un certain nombre de KPI sur, par exemple, leur taux de réussite, sur le nombre de fois où ils sont utilisés, par qui, etc. Ensuite, on va avoir toute la partie gouvernance. C'est comment est-ce que, en fait, on va gérer le fait de pouvoir mettre en production des agents, de pouvoir les bloquer le cas échéant et de pouvoir même les supprimer lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Comment est-ce qu'on gère tout ce cycle de vie des agents en question. Et puis enfin, le volet sécurité, pour pouvoir là aussi s'assurer qu'on ne s'expose pas à des risques nouveaux au travers des agents. Donc, j'ai une rapide démonstration là aussi de Agent 365 pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on retrouve sur l'écran d'accueil quelques grands visuels sur l'adoption de copilotes et sur le registre des agents. On va avoir ici en fait donc différents visuels qui a publié les différents agents. Donc vous voyez, il y a Microsoft, Workday et d'autres par exemple. Sur quelle plateforme les agents ont été développés. Donc on a des solutions Copilot Studio dont je parlais tout à l'heure, Foundry dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des solutions tierces comme Ed8n, GreenSpark, etc. Et quelle est l'évolution des utilisateurs de ces différents agents. Et puis derrière, donc des recommandations d'action vis-à-vis des différents types d'actions. On va les détailler un peu après. Donc ensuite, je vais accéder au registre. Et donc là, j'ai la liste des 21 762 agents qui sont déployés dans mon organisation. Et pour chacun, j'ai un certain nombre d'informations. Et là, on va regarder donc, un des agents qui s'appelle le Java Fabric Supplier. On va avoir une vue d'ensemble. On va pouvoir voir qui utilise cet agent. On va pouvoir s'assurer de la sécurité et de la compliance de cet agent, à quelles données il peut avoir accès, selon quelles policies, à quel type d'outils et de données il peut accéder également, quelles sont ses différentes permissions, et donc voilà, quelles sont les permissions, enfin les autorisations qui lui ont été données, et son activité. Combien il y a d'active users, combien il y a eu de sessions, combien il y a d'exceptions. Donc on a une vue du fonctionnement de cet agent. Maintenant, on va focaliser sur les agents qui ont été identifiés comme étant des agents à risque. Là, il y en a 4 dans cet exemple-là, avec un certain nombre d'alertes. Et on regarde notre agent comms. Et donc, on a un onglet Security et Compliance où on voit qu'on a des risques importants qui ont été détectés. Et donc, je vais pouvoir bloquer cet agent directement dans ma console. Donc, quelque part, indépendamment du fait qu'elle ait pu être développée à droite ou à gauche, là, je vais pouvoir bloquer cet agent. Et puis, je vais avoir une map, donc une carte de comment mes agents interagissent entre eux. Donc je vais pouvoir voir que effectivement mon comms agent, en fait, qui était à risque là, il interagissait avec le procurement, le learning guide, l'agent compliance et l'agent distribution. Et donc derrière, le fait que je le bloque, bien sûr, ça va avoir un impact en rebond, j'ai envie de dire, sur ces différents agents. Et puis je vais pouvoir gérer donc, des demandes, notamment des demandes de mise en production de différents agents. Donc là j'ai un Java Procurement Agent qui a été développé sur Copilot. Je peux voir à quel type de données et à quel type d'outils il va utiliser, quelles sont les règles de sécurité et de conformité qui ont été adoptées, quelles sont ses permissions. Et en fonction de ça, je vais pouvoir décider ou pas d'approuver et de le mettre en production. Et puis, donc je vais décider à qui je le déploie, quels sont les utilisateurs qui vont pouvoir accéder à cet agent, parce qu'il est adapté à des cas d'usage d'achat et de procurement, donc il n'a pas vocation à être utilisé par l'ensemble de l'organisation. Mais je peux avoir des policies pour pouvoir gérer ça à l'échelle et pas avoir à refaire à la main, à chaque fois que j'ai un nouveau type d'agent, ce type d'action. Donc ça veut dire aussi que je vais pouvoir dire, si j'ai des agents qui sont low risk, développés sur une plateforme qui est complètement sécurisée, je vais pouvoir faire du déploiement automatique. À l'inverse, et donc ça rejoint la question de tout à l'heure, je suis sur des processus qui sont critiques avec des accès qui peuvent être critiques aussi. Je veux absolument qu'il y ait une revue humaine de ce que l'agent peut faire. Voilà pour la démo d'Agent 365.
Quelques mots pour terminer. Un des points qui est extrêmement important sur cette solution, c'est qu'elle traite l'ensemble de l'écosystème agentique de nos clients, pas uniquement les agents qui sont issus du monde Microsoft. Parce que tout à l'heure, on disait, il y a évidemment des agents qui peuvent être développés sur plein d'autres solutions et plein d'autres plateformes. Et donc, on a tout un dispositif et un SDK d'intégration. On a des intégrations natives avec certaines plateformes de développement d'agents pour faire en sorte que vous puissiez avoir l'observation, la gouvernance et la sécurité sur l'ensemble de votre écosystème agentique. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de faire ça? C'est qu'on a en fait étendu aux agents toutes les solutions qui sont déjà connues, éprouvées pour gérer en fait l'ensemble des utilisateurs. Et donc on s'appuie sur le Microsoft 365 Admin Center, sur Defender, sur Entra et sur Purview, qu'on a adapté et étendu pour qu'ils puissent couvrir les différents agents. Voilà, j'en ai terminé. Il reste le temps peut-être pour une ou deux questions. D'abord, merci pour la présentation. Derrière tous ces agents, il y a des tokens. Et ça m'amène à deux questions autour de la stratégie de Microsoft pour que les entreprises pilotent ces consommations de tokens. Le premier point sur tout ce qui est agent individuel, est-ce que vous prévoyez au fur et à mesure, quand on fait des requêtes, de pouvoir remonter aux utilisateurs, cette requête, elle a coûté tant de tokens, et de dire peut-être, il faut choisir ces modèles en fonction de ça pour qu'on ait une bonne hygiène de choix des modèles quand on fait des requêtes. Et la deuxième, c'est plus globalement, dans votre offre de service, qu'est-ce qui permet de définir des seuils de tokens par équipe, des choses comme ça, pour qu'on puisse dire à un moment donné, il y a des thresholds, et puis je vais commencer à ralentir, ou communiquer, ou alerter, avec un cours du token qui va certainement à un moment donné évoluer. Oui, c'est un point absolument clé. Je commence du coup sur l'aspect individuel. Donc je vous disais tout à l'heure, nous on a plusieurs solutions maintenant, et elles sont effectivement pas avec le même mode de license. Copilot, c'est une licence par utilisateur et il n'y a pas de limite. Donc ça veut dire que l'utilisateur peut utiliser autant de fois qu'il veut l'agent researcher, etc., sans se soucier quelque part de l'impact en token qui est derrière. Ça n'entraîne pas de coût additionnel pour l'entreprise. C'est tout inclus dans la licence. Oui, je suis bien au courant, mais la question, c'est pas parce qu'on ne le paye pas qu'on n'a pas un enjeu de frugalité dans les entreprises. Okay. Même si c'est compris dans la licence. Oui, ok. Donc, effectivement, là, j'étais sur l'aspect euro. Je finis d'abord l'aspect euro et après, je traite éventuellement la question qui est peut-être une question durabilité qui est derrière. Voilà. Ensuite, donc, quand on est sur les deux autres étages, là, en fait, on commence à avoir donc, des tâches qui sont beaucoup plus longues, qui sont en profondeur. Et là, on peut avoir Copilot Cowork qui va travailler 10 minutes, une demi-heure, 2 heures en tâche de fond. Donc on est effectivement sur des consommations de tokens qui n'ont aucun rapport avec celle-ci. D'où, en fait, c'est pour ça que ce slide a été créé au départ, c'est pour dire, en fait, utilisons peut-être pas la Ferrari pour aller au travail tous les matins, ou n'utilisons pas forcément un consultant McKinsey pour écrire mes mails. En fonction du cas d'usage, la solution la plus adaptée ne sera pas la même, parce que Copilot Cowork, pour le coup, est facturé à la consommation. Donc effectivement, en fonction de l'intensité des tâches, on va consommer plus ou moins de tokens et ça va avoir un coût pour l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on a aussi, dans le déploiement de Copilot Cowork, des outils pour aider nos clients à budgéter, donc à estimer combien ils vont consommer. Alors, ce n'est pas des tokens, c'est des copilots de crédit, mais c'est la même logique. Et donc là, on a mis en ligne des outils pour leur permettre de faire ce travail de budgétisation. Et il y a des consoles pour pouvoir gérer le budget associé, de pouvoir mettre des alertes quand on atteint un certain seuil, de pouvoir bloquer l'usage quand on dépasse certains seuils, et ça, de le faire par utilisateur, par agent, par organisation. Donc oui, effectivement, c'est un élément qui est clé, cette capacité à donner du contrôle et de la visibilité aux organisations sur leur intensité d'usage et, in fine, sur leur j'ai envie de dire, leur impact budgétaire. Sur Scout, c'est aujourd'hui en preview, donc en preview c'est gratuit et on n'a pas encore le business model, donc je ne sais pas comment ça va atterrir là-dessus, mais la logique serait aussi, puisqu'on est sur des usages qui sont encore plus complexes, que ça puisse, que ça donne lieu à ce type de conversation. Là, on est dans le monde de la productivité individuelle. En fait, on a l'équivalent aussi dans low-code et pro-code, avec des consoles qui permettent effectivement de suivre et de faire du FinOps associé.
Et pour la question, donc effectivement plus orientée consommation d'électricité, de ressources et durabilité, là-dessus, nous, on a un well-architected framework, donc voilà, un guide pour bien gérer l'architecture des solutions, avec un volet durabilité, où on a donc des recommandations, par exemple pour les équipes qui veulent fine-tuner des modèles, gérer les données auxquelles les modèles ont accès. Comment est-ce qu'on peut faire donc parfois du grounding de manière optimisée pour réduire les volumes de données sur lesquels les agents vont traiter. Et on a en fait aussi toutes les fonctionnalités de FeedOps, j'ai envie de dire qu'on peut mobiliser pour pouvoir faire le suivi de cette consommation agentique. Ok, merci. Y a-t-il une autre question? Bonjour, ma question c'est par rapport à la solution Agent 365, c'est ça, qui permet de voir un peu une vision globale de ce que fait nos agents. Quel est le rôle aujourd'hui dans l'entreprise qui pourrait avoir accès à cette console-là? C'est des métiers, c'est des IT, c'est les deux. Je me pose vraiment la question par rapport à cette nouveauté de l'IA, comment la superviser, et quelle gouvernance et quel rôle? Ouais, en fait, ça va être plusieurs rôles. Donc c'est aussi ce qui est un peu particulier sur cette solution, c'est que c'est pas une seule application, c'est que c'est une application qui se décline dans, tout à l'heure on disait Entra, Purview, Defender, etc. Ça va impacter les personnes qui gèrent les identités, les personnes qui gèrent la sécurité. Ça va gérer, enfin voilà, donc ça va être en fait penser à tous les rôles qui sont impactés aujourd'hui pour la gestion de vos utilisateurs. Demain, il faut aussi qu'ils pensent à comment ils gèrent les agents de la même manière qu'ils gèrent des utilisateurs aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'ils vont effectivement attribuer des identités, s'assurer de la traçabilité des actions qui sont menées par les agents, comment est-ce qu'on va pouvoir détecter des fuites de données. Donc tous ceux qui traitent de la gouvernance de la donnée vont être aussi impactés. Donc voilà, donc en fait, désolé, c'est une réponse qui est compliquée, mais tous les rôles potentiellement vont devoir se poser la question de ce que je faisais déjà pour des utilisateurs humains, comment je dois aussi le transposer pour des utilisateurs agents demain. Enfin, pas pour des utilisateurs agents, pour des agents IA demain. Ça répond à votre question? Un peu. Une toute dernière question? Oui, du coup, je vais poser un peu le même corollaire de la question que j'ai posée là sur la partie code, mais sur la partie agentique. Donc, une fois qu'on a mis dans Copilot tous nos agents avec les prompts, les séquences d'intégration, etc., dans quelle mesure, de la même manière, un jour, on peut récupérer ces informations-là pour les mettre dans une autre stack? Est-ce qu'il sera possible un jour d'exporter les informations sur les prompts, les modèles d'intégration qu'on a mis dans Copilot, Copilot Studio, etc., Copilot Agent? C'est une excellente question. Il y a plusieurs pistes qui me viennent comme ça. J'ai pas une réponse évidente, mais j'ai plusieurs pistes qui me viennent. Déjà, dès qu'on est sur du pro-code et qu'on a l'utilisation typiquement chez nous dans notre stack de GitHub Copilot avec des repos, toute cette propriété-là est à votre disposition, etc. Quand on est, tout à l'heure, je parlais de par exemple Microsoft Cowork. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi par des skills que les utilisateurs peuvent eux-mêmes développer et demander à Cowork de développer en langage naturel. Ces différentes skills, en fait, derrière, c'est des fichiers texte qui sont des points markdown. Donc, je peux prendre ma skills qui était dans Copilot Cowork, la mettre dans une solution concurrente. Enfin, voilà, ça. Et pour la partie vraiment agentique, parce que nous, chez Avril, on développe aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui développent beaucoup d'agents dans l'Agent Studio, en fait. On a ouvert à pas mal d'utilisateurs. Donc là, au bout d'un an, ça commence quand même à prendre de l'ampleur. Et donc, on se pose finalement cette question potentielle de réversibilité un jour, plutôt sur cette partie agent dans l'Agentic Studio. Donc, Copilot Studio, c'est ça? Dans Copilot Studio. Ouais, Copilot Studio. En fait, Copilot Studio, donc je peux développer des agents en low-code dans Copilot Studio, mais Copilot va coder l'agent. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi une des forces de la solution, c'est que je peux commencer à développer un agent dans Copilot Studio et ensuite le poursuivre dans Foundry. Donc en fait, là aussi, c'est effectivement comment derrière vous accédez à la bibliothèque de code des agents que vos collaborateurs ont codés. À partir du moment où ce code, il vous appartient, quoi. Donc
Et donc le code, il est dans Foundry, parce qu'on a un peu regardé, hein, Ouais. du coup, c'est pour savoir si finalement c'est, enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous allez, enfin, même si ça m'étonnerait, mais bon, potentiellement développer aussi, c'est-à-dire cette capacité de basculer d'une stack à l'autre, et ce qu'il faudra chercher. Enfin, ma question, c'est quel niveau de facilité vous allez mettre derrière cette capacité à récupérer le code généré Ouais. sur cette partie Ben, agentique. donc aujourd'hui, il y a une continuité complète entre Copilot Studio et Foundry. Hein, donc vraiment, je développe un agent dans Copilot Studio, donc dans la version low code. En fait, la solution génère le code et donc je peux venir depuis Foundry aller modifier cet agent et l'étendre avec toutes les capacités ProDev. Donc ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, totalement intégré. Donc la question que, si je reformule votre question, c'est plutôt, du coup, comment ce code-là, j'en garde la propriété, comment je le gère. Bah là, j'ai presque envie de dire, comme vous gérez par ailleurs vos repos GitHub, comment vous assurer de pouvoir les gouverner, les sécuriser et les mettre à disposition de votre organisation. C'est effectivement votre propriété intellectuelle. Merci Régis. Merci.